Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française, la toute dernière de cette année 2023. À la présentation, Patrick Nilidinde et tout de suite l'essentiel de l'actualité. À cette fin d'année 2023 qui sonne à la porte, le chef de l'État rwandais Paul Kagame a offert un banquet aux leaders, majoritairement jeunes, afin de célébrer le pas franchi par le pays dans différents domaines, grâce notamment au travail de cette même jeunesse. Les précisions avec Kassim Issouf. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que dans sa nouvelle reconstruction, le Rwanda est sorti du bas-fond et qu'il ne peut pas aller au-delà d'où il est sorti. Au cours de la soirée du 30 décembre 2023, marquant l'accomplissement de l'année, le président Kagame a souligné que les Rwandais ont tout vu et que dans un monde où tout repose sur l'intérêt, leur existence ne dépend de personne d'autre qu'eux-mêmes. À propos de l'année 2023, le président de la République, Paul Kagame, a fait savoir que le pays a réalisé beaucoup de belles choses, notamment des conférences et des activités de loisirs qu'il a accueillies, ajoutant que là où des lacunes ont été observées, l'on devrait se pardonner, mais y tirer des leçons sur lesquelles s'appuyer au cours de l'année 2024. Le chef de l'État a félicité ceux, tant rwandais qu'étrangers, qui ont joué un rôle dans les réalisations acquises et a particulièrement salué les jeunes, dont les agents des services et de l'ordre, qui travaillent nuit et jour sans se décourager, bien que ce qu'ils gagnent soit peu par rapport au travail qu'ils accomplissent. Le président Kagame a fait observer que c'est le choix que les Rwandais ont fait après le génocide perpétré contre les Tutsis qui fait qu'ils font la différence par rapport à ceux qui sont impliqués dans la sombre histoire que le pays a vécue, soulignant que c'est cela qui fait que le pays se développe davantage et que personne ne peut l'arrêter. La soirée festive marquant la fin de l'année 2023 a été caractérisée par un banquet et la danse. Y ont participé des leaders d'opinion majoritairement jeunes. Les rapports 2023 sur l'image de la sécurité routière au niveau mondial, réalisés par l'Organisation des Nations Unies pour la Santé, OMS en sigle, placent le Rwanda parmi 6 pays qui ont promulgué des lois et pris des mesures pour réduire les accidents de la route. Le récit de Kassim Issouf. L'Organisation mondiale de la santé révèle qu'en 2021, environ 1,90 million de personnes ont perdu la vie suite aux accidents routiers un peu partout dans le monde, avec certes une diminution de 5% par rapport à 1,250 million de décès en 2010. L'Organisation des Nations Unies s'est fixé l'objectif de réduire de 50% les décès suite aux accidents routiers, pas plus tard que 2030. Le Rwanda se trouve parmi les 6 pays que ce rapport indique qu'ils ont mis en place des mesures qui ont permis la réduction des accidents routiers. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur l'état de la sécurité routière au monde révèle que 166 pays ont mis en place une législation préventive contre les accidents routiers, dont 48 pays, y compris le Rwanda, ont des lois qui remplissent les exigences de cette organisation. Le professeur Stephen Rurissa, professeur à l'Université du Rwanda, indique que l'enquête qu'ils ont eux-mêmes effectuée a des ressemblances avec celle de l'OMS, parce qu'ils ont également constaté que les accidents ont sensiblement diminué. Un peu avant la pandémie de Covid-19, entre 100 et 150 conducteurs étaient arrêtés la nuit pour le crime de conduire en état d'ébriété, mais maintenant ce chiffre a diminué jusqu'à entre 10 et 12 personnes par jour, selon les statistiques de la police nationale du Rwanda. Le porte-parole de la police nationale ACP, Boniface Rutikanga, est d'accord avec ce rapport de l'OMS en indiquant que la mentalité des conducteurs a beaucoup changé et les accidents ont conséquemment diminué.
Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé révèle que 6 pays, dont le Rwanda, ont adopté des mesures sur les 5 points en tête des facteurs qui causent des accidents, notamment la réduction de la vitesse, l'interdiction de conduire en état d'ébriété, le port de la ceinture de sécurité, l'interdiction de placer des enfants au siège avant et le port de casque pour la circulation à moto. En cette année 2023 finissant, les relations se sont développées sur tous les plans entre le Rwanda et la France, notamment en ce qui concerne la recherche historique sur le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda après le colloque sur le génocide organisé au Rwanda en 2022. Cette année, les historiens rwandais se sont rendus en France en septembre afin de poursuivre ce travail de recherche avec leurs homologues français sur ce génocide. Une année, jour pour jour, les chercheurs et historiens rwandais et français se sont retrouvés à Paris, en France, à la prestigieuse université de Sorbonne, pour participer à la 2e session du colloque international sur le génocide des Tutsis au Rwanda. La première session s'était déroulée à Kigali et Huye du 11 au 19 septembre 2022 et la seconde session à Paris en septembre 2023 avec une même configuration de plusieurs dizaines de chercheuses et chercheurs, des pédagogues, d'archivistes et des documentalistes du Rwanda et de la France, d'Amérique et d'ailleurs en Europe et en Afrique. La session de Paris, portée conjointement par la même équipe, rwandaise et française, s'était proposée de placer l'étude du génocide des Tutsis sous différentes approches, son étude comme génocide majeur du XXe siècle, avec l'ampleur encore mal connue de ses conséquences en Afrique, en Europe et par le monde, ses dimensions religieuses, sociales, politiques, la réflexion sur l'État et les organisations, ses savoirs portant sur le traumatisme, la reconstruction et la résilience, la connaissance du négationnisme, de l'impunité et de la réponse pénale, les liens étroits avec les savoirs de la recherche, leur pouvoir de vérité et leur transmission dans le public, notamment par l'enseignement scolaire et supérieur, les formes et les modalités de préservation et de l'institutionnalisation de la mémoire. Dans son mot d'ouverture de cette session de Paris, le ministre rwandais de la Justice, Emmanuel Girachebouja, s'est félicité des conclusions du rapport du clerc qui a permis aux 2 pays, le Rwanda et la France, d'assainir les relations sur plusieurs plans, car il a permis de faire la lumière sur les responsabilités de la France, que ce rapport a qualifié d'accablantes, dans les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. En ce qui concerne la mise en place du centre qui fera le suivi de ces recherches, le ministre de la Justice avait indiqué que le Rwanda souhaiterait que ce centre soit basé dans le pays. Au 2e jour du colloque international sur le génocide des Tutsis au Rwanda, la recherche en acte, le chercheur rwandais et français ont échangé notamment sur les réalités de la connaissance du génocide perpétré contre les Tutsis et les enjeux de la transmission de ces génocides en Afrique, en Europe et en Amérique. Les différents intervenants, notamment Jean-Pierre Chrétien, qui a énormément écrit sur le Rwanda, au professeur François Massabo, en passant par le docteur Karine Hamoudi, mais aussi docteur Marcel Kabanda, président du Bouquin France, ont insisté sur la pertinence du sujet, les réalités de la connaissance des génocides perpétrés contre les Tutsis et les enjeux de la transmission de ces génocides en Afrique, en Europe et en Amérique. On peut retenir que la transmission elle est très lente. Elle a été très lente à cause de peut-être de la distance, la mise à distance de ce qui se passe au Rwanda, parce que c'est aussi très loin en Afrique, aussi parce qu'il y a des liens entre les différents pays où la transmission devait se faire avec l'État rwandais ancien. Parce qu'il y a la propagande de ceux qui avaient commis le génocide, qui a popularisé le thème du double génocide, parce que les acteurs de la mémoire qui agissent au Rwanda, il n'y en a pas autant dans les pays de l'Europe en particulier. Donc il y a un investissement peut-être pas suffisant
dans ces pays de l'Europe et de l'Amérique pour la transmission de la mémoire, mais elle existe. Nous avons vu que c'est une réalité. Il y a des chercheurs qui ont produit des thèses, il y a des gens qui ont écrit des livres, il y a des artistes qui ont écrit des chansons, il y a des cinéastes qui ont écrit des films. Donc, c'est une réalité connue, mais sa transmission doit encore s'approfondir. Au troisième jour des travaux du colloque international sur le génocide des Tutsis au Rwanda, les chercheurs rwandais et leurs homologues français ont été invités par le chef de l'État français Emmanuel Macron à une réception à l'hôtel Marigny qui fait partie du palais de l'Élysée, la résidence officielle de la présidence de la République française. Le président Macron a remercié les chercheurs des deux pays pour le travail remarquable qu'ils sont en train de réaliser pour la mémoire, car ce travail permet non seulement de faire avancer la recherche sur le génocide perpétré contre les Tutsis, mais aussi c'est une démonstration de ce qu'un travail historique, exigeant et collectif peut permettre d'accomplir, avait déclaré le chef de l'État français. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Affray, qui avait assisté à cette réception, était revenu sur l'importance qu'accorde le président français aux travaux des recherches des historiens rwandais et français sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Cette invitation, c'est la marque effectivement de toute l'importance que le président de la République française accorde à ce colloque. Le fait d'être invité à l'Élysée, c'est quelque chose de significatif. En l'occurrence, on était au pavillon Marigny qui dépend de l'Élysée. Et effectivement, le président de la République a joué un rôle très très important lorsqu'il a mis en place cette commission nucléaire qui a favorisé la définition en fait, d'un narratif commun entre nos deux pays sur le génocide des Tutsis. Et donc, cette invitation, en quelque sorte, vient parachever finalement l'œuvre accomplie. Et c'est, je le répète, la manifestation de tout l'intérêt que le président de la République et que plus généralement les autorités françaises portent au travail des chercheurs sur le génocide perpétré contre les Tutsis. Vous avez pu noter aussi que lors de l'ouverture du colloque, dont 2 ministres étaient présents, côté Rwanda, il y avait le ministre de la Justice, puisque effectivement la lutte contre l'impunité est un élément essentiel du travail qui est effectué. Et côté français, il y avait la secrétaire d'État donc au partenariat, Chrysoula Zakharopoulou, qui a fait un discours très émouvant à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Le ministre rwandais de la Justice, Emmanuel Ugirashebouja, s'était réjoui de cette nouvelle étape franchie par les chercheurs des deux pays dans leur quête d'une vérité historique. La secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français, chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, avait indiqué que l'histoire a permis aux deux peuples de se réconcilier, de comprendre comment le pire a pu arriver, de rompre les silences et de renouer un dialogue qui s'était trop longtemps rompu. Il avait ajouté que pour ne pas oublier l'histoire, il est important de commémorer, en révélant qu'un monument sera érigé bientôt à Paris en mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Elle a salué l'engagement du Rwanda dans sa quête de justice pour les victimes en indiquant que l'histoire est en train aussi de permettre de rendre justice car il n'y a pas de paix sans justice. Elle a enfin salué la décision historique et courageuse de 2 présidents, Paul Kagame et Emmanuel Macron, qui ont choisi d'avancer sur le chemin de l'histoire, la voie de l'avenir. Parlons à présent environnement et biodiversité. Le gouvernement rwandais a déployé beaucoup d'efforts en vue de protéger son environnement et préserver sa biodiversité, source de revenus importants pour le pays et sa population. L'un des cas les plus typiques est l'actuel parc de Gishwati-Mukura qui avait connu une nette dégradation dans les années 90, mais qui a été progressivement réhabilité par les autorités rwandaises avec l'appui de ses partenaires, mais aussi grâce à la mise en place d'une politique de responsabilisation de la population à protéger cet écosystème, source de richesses et de développement économique, mais aussi de la survie de l'humanité. Chaque année, la superficie consacrée aux forêts dans le monde ne fait que rétrécir, surtout dans les régions tropicales. En 2018, la surface mondiale des forêts tropicales détruites représentait 12 millions d'hectares,
l'équivalent de 30 stades de football chaque minute. Cette déforestation entraîne d'autres conséquences dramatiques pour l'ensemble de l'humanité, notamment un dérèglement climatique, des pluies torrentielles, des inondations, des glissements de terrain, des coulées de boue, une menace croissante sur le moyen de subsistance d'une personne sur 5 dans le monde. Le phénomène extrême tend à se multiplier suite à l'action humaine décisive sur la nature, notamment des forêts. Nous avons changé la façon dont on fait la production de ce qu'on avait besoin. Alors cette production cause l'émission des gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, comme le méthane et autres. Alors ces gaz piègent la chaleur du soleil dans notre atmosphère. Alors cette chaleur-là cause l'augmentation de la température moyenne de la Terre. Et quand la température augmente, il y a le changement dans les précipitations, il y a le changement dans la fréquence des pluies, les orages et autres. Et c'est là que nous voyons que tout change, les saisons ont changé parce que la cause principale, c'est l'activité humaine. Situé au Rwanda, le parc national de Gishwati-Mukura s'étend sur 2 districts, Rutsiro et Ngororero, en province de l'Ouest. Pour l'histoire, Gishwati a été créé en tant que réserve naturelle en 1930 et couvrait environ 250 000 hectares. Il a été progressivement réduit tout d'abord à 28 000 hectares en 1970, puis une chute brutale de 8 800 hectares en 1990. En 2002, ce joyau ne couvrait plus que 600 hectares. Pour survivre, la population vivant dans et autour de la forêt a pratiqué plusieurs activités illégales, allant de la coupe forestière illégale, en passant par les braconnages, mais aussi l'exploitation minière illégale. Face à l'animal, nous avions notre stratégie. Nous attaquions en groupe. L'un de nous distrayait l'animal, tandis qu'un autre le frappait d'un autre côté avec sa lance. Nous refaisons cela jusqu'à ce que l'animal tombe par terre. On le prenait pour aller le manger. Le lundi, je me levais pour aller couper les bambous. Le mardi, je ramenais le bois de chauffage de la forêt. Le mercredi, j'allais arracher les racines de certaines espèces. Le jeudi, je plaçais mes pièges dans la forêt et le vendredi, je passais voir si les pièges avaient pris, ainsi que le samedi. Et si j'attrapais un animal, je le ramenais à la maison pour manger. Peut-être que cela est dû au manque de moyens financiers du propriétaire de la parcelle d'arbres. Vous savez, les arbres prennent en moyenne 12 à 15 ans avant d'atteindre leur maturité. Alors, certaines personnes, lorsqu'ils ont de soucis d'argent, abattent les arbres avant qu'ils n'atteignent leur maturité. De 2008 à 2012, la forêt de Gishwati a augmenté de taille, passant de 886 hectares jusqu'à plus de 1400 hectares grâce à des différents projets initiés par le gouvernement rwandais avec ses partenaires. C'est en 2016 que cet écosystème a été classé comme Parc national de Gishwati-Mukura. On a eu le projet PAFOR, par exemple. Après, on a eu un projet de conservation de la zone de Gishwati et on est parvenu à ajouter autour de 800 hectares de façon qu'on a maintenant un peu plus de 1400 hectares de forêt naturelle au niveau de Gishwati. La restauration est un processus continu parce qu'après le projet de conservation de la zone de Gishwati, on a eu aussi le projet La FREC qui était géré au sein de REMA qui a jouer un rôle ultime vers l'érection de Gishwati-Mukura comme parc national en 2016 et c'est un exercice qui continue. En plus de ces différentes initiatives, les autorités rwandaises ont lancé un programme participatif ambitieux, Umuganda, impliquant toutes les forces vives du pays. Ces travaux communautaires se déroulent une fois par mois, le dernier samedi. Outre les nettoyages des rues,
la lutte contre les érosions du sol sur les collines. Tout Rwandais est invité souvent à planter un arbre afin de protéger les collines, mais aussi favoriser la réforestation du pays. Le gouvernement rwandais a décidé de partager 10% des recettes touristiques avec la population vivant autour des parcs, des fonds qui ont servi à financer différents projets avec les coopératives locales. Après un certain temps, certains responsables ont commencé à nous approcher, en nous mettant en garde contre les actions menées à l'intérieur du parc. Les gardes et les conservateurs du parc ont organisé des réunions avec nous en répétant inlassablement les dangers que nous encourons lorsqu'on s'attaque au parc. Ils ont sollicité notre aide pour protéger le parc. Nous avons compris l'importance de protéger ce parc et des fois, nous aidons certains animaux égarés à revenir vers le parc. Gusa duturiye parike birashoboka ko mbere iyi rafureka itari yaza habagamo kujya kwangiza. Vous savez, pour nous qui vivions près de ce parc, avant l'arrivée de ces différents projets, nous menions des activités hostiles contre le parc, sa flore et sa faune. Mais avec les différents projets du gouvernement, nous avons bénéficié du gros et petit bétail. Nous avons compris notre responsabilité à protéger ce parc. Quand nous avons besoin d'argent, nous vendons une partie de notre bétail. Nous avons obtenu aussi des semences pour planter. Ces différentes aides nous ont dissuadés d'attaquer ce qui se trouve dans la forêt. L'autorité locale essaie de mettre en garde ceux qui s'attaquent aux arbres, car néfastes pour le parc, sa faune et sa flore, et rappelle que des sanctions sont prévues par la loi. ushobora kubona amafaranga y'ako kanya ariko rya shyamba uburyangije abaturage bakwiye kubyubahiriza kuko nibatabyubahiriza. Et il arrive que certaines personnes obtiennent de l'argent rapidement mais causent du tort à la forêt. La population doit respecter la loi car le non-respect de la loi expose le contrevenant à des sanctions. atabifitiye uburenganzira abyemerewe ibyo byose rero twabasaba kwitwararika. Avec la main du tourisme, les parents peuvent payer les frais de scolarité de leurs enfants ainsi que l'assurance maladie de la famille tout en devenant le gardien de l'écosystème et cela permet en définitive de réduire le conflit entre l'homme et la nature. Icyo dushimira uyu mushinga twahawe amatungo izi ngurube mubona. Ce projet me réjouit car nous avons reçu des porcins et avec la vente de ces animaux, nous pouvons payer notre mutuelle de santé. Chaque fois que nous avons un souci financier, nous vendons une de nos bêtes et nous résolvons notre problème. Nta kindi kintu rero yakuyemo uretse kugenda akaja kunywa umusururu. Avant, mon mari passait son temps à traquer les animaux dans le parc et avec son butin vendu, il allait s'enivrer avec de l'alcool traditionnel et cela créait des conflits dans notre foyer. Mais maintenant, avec les revenus obtenus des recettes du parc, notre vie a changé. Mon mari a aussi changé. Désormais, si quelqu'un s'attaque au parc, je vais moi-même le dénoncer. Après un certain nombre de mesures courageuses prises par le gouvernement rwandais avec l'appui de ses partenaires, le parc de Gishwati-Mukura a vu sa superficie augmenter pour atteindre 35 km². Comme pour encourager ces différentes initiatives, le parc national de Gishwati a connu une reconnaissance internationale en obtenant le qualificatif de réserve de biosphère. On est en train de récupérer la zone tampon et puis on devra la mettre en valeur, bien sûr, pour qu'elle bénéficie en même temps le parc et les communautés avoisinantes. Une chose à noter, c'est que le parc de Gishwati-Mukura a été déclaré réserve de biosphère de l'UNESCO. C'est une étiquette qui bénéficie aux gens de la communauté des affaires de la région, même aux communautés locales, parce qu'ils pourront bénéficier de cette reconnaissance globale pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir vendre leurs produits. Gishwati est un exemple de l'écotourisme
À son meilleur, les recettes de chaque visite contribuant à la réforestation, à la protection et la conservation de la flore et de la faune diversifiée du parc et à l'amélioration de la situation des communautés environnantes. Le développement de la population vivant autour du parc est une priorité pour nous. Avant, les gens menaçaient le parc car ils ne connaissaient pas son importance. Maintenant qu'ils ont compris cette importance, ils doivent voir aussi les bénéfices de le protéger, raison pour laquelle nous leur proposons ces différents projets générateurs de revenus. Gishwati Mukura abrite un groupe varié de chimpanzés qui vivent aux côtés des dizaines de singes dorés et des singes bleus, des chimpanzés orientaux dénommés Imundu en langue locale, mais aussi d'oiseaux dont 232 espèces observées à Gishwati et 163 à Mukura. La population vivant dans et autour du parc protège l'écosystème et combat ainsi celles ou ceux qui veulent le détruire. Tout le monde est gagnant dans ce deal. C'est donc avec ces belles images d'Auckland en Nouvelle-Zélande que nous allons boucler cette grande édition du journal en langue française, la toute dernière de cette année 2023. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine en 2024.